Bonjour, nous entrons une nouvelle fois dans cette session de philosophie intitulée L'amour de la vérité. Après avoir abordé la question de la nature, de la matière et de la nature, nous allons aborder maintenant l'homme en tant qu'être vivant. De même que l'art ou le travail implique une connaissance de la matière et de la nature, l'analyse de l'expérience de l'amitié et de la communauté politique implique de connaître l'homme en tant qu'être vivant. Pour en découvrir sa nature, pour connaître et comprendre la nature humaine. Car la personne, avant d'être amie, est un être vivant qu'il faut découvrir en tant que vivant de vie humaine. Que représente la perte d'un ami dont la mort met un terme à l'expérience de l'amitié ? Disparu, l'ami qui était vivant ne l'est plus. Il ne l'est plus en tant que vivant de vie humaine, mais il peut rester vivant et très vivant dans la mémoire de ses amis, et davantage encore au-delà de la vie. Qu'est-ce que le vivant ? Nous avons l'expérience de ce que nous sommes. Nous respirons, nous mangeons, nous voyons, nous touchons, nous souffrons, nous pensons, nous travaillons, nous aimons. Il s'agit bien d'opérations du vivant que nous sommes tous en tant qu'hommes, femmes ou enfants. Elles dépendent de nous et chacun d'entre nous est la source ou la cause de toutes ces opérations. De plus, nous pouvons pâtir pour d'autres que nous, notre famille ou nos amis par exemple. Nous nous mouvons dans ces opérations. Nous ne sommes pas seulement mus en tant que réalité physique. En nous-mêmes, nous saisissons que ces opérations dépendent de nous et que nous en sommes l'origine car elles proviennent de nous-mêmes. De plus, il n'est pas possible d'expérimenter les opérations vitales d'un autre de la même manière que les nôtres qui sont intérieures ou immanentes à nous-mêmes, à notre vie. Nous les expérimentons en nous-mêmes et pour nous-mêmes comme un vivant qui vit et se meut en lui-même, pour lui-même. Notre corps, partie de l'univers, possède en tant que vivant une autonomie qui se manifeste à travers ses diverses opérations vitales. Tout en dépendant du milieu dans lequel il se trouve, le vivant a son rythme propre. Il se sert de ce milieu et crée son propre milieu de croissance autour de lui. C'est étonnant, surtout quand on regarde les grands vivants, tels que les arbres comme le chêne ou le cèdre, les animaux comme le lion ou l'éléphant, l'aigle ou la baleine. L'homme réalise pour lui, pour sa famille et pour ses amis aussi un certain milieu de vie. Il domine ce milieu qu'il transforme en se l'appropriant et pour une part en l'assimilant. Car le propre de la vie végétative est d'absorber puis d'assimiler. Face à l'interrogation « Qu'est-ce que le vivant ?»,
il est nécessaire d'aborder les opérations vitales en se demandant d'où elles viennent, leur origine, et en vue de quoi elles existent, leur finalité. Nous observons et nous devons reconnaître qu'il y a en nous-mêmes un phénomène d'intériorité que les autres ne peuvent pas saisir et qu'ils ne voient pas de l'extérieur quand nous réfléchissons, quand nous imaginons par exemple. Si ce qui peut se voir de l'extérieur s'explique par le fonctionnement de notre corps organique, ce qui est intérieur à nous-mêmes, qui ne peut pas s'expliquer par le mouvement de notre corps, désigne le psychisme. Nous en avons d'ailleurs plus ou moins conscience, en référence au conscient ou à l'inconscient. Qu'est-ce que le psychisme en nous? D'où vient-il? De plus, n'y a-t-il pas un amour de soi dont nous avons conscience? Cette auto-lucidité, cette conscience de soi, cet amour de soi ne se réduit pas seulement aux activités de notre corps. Nous pouvons discerner ce qui est de l'ordre du sensible et ce qui ne l'est pas, ce qui est séparé du sensible, mais qui fait partie de nous-mêmes. Au-delà de la connaissance sensible, au-delà du visible, il y a un invisible en nous dont nous sommes conscients, qui unit toutes nos opérations et qui en est la source. C'est ce que l'on appelle l'âme, du grec psyché, très employé en philosophie depuis Platon, le philosophe de l'âme. L'âme est la source cachée de nos opérations vitales, de notre vie humaine, dont elle fait l'unité dans la complexité. La complexité provenant de la multiplicité issue de la matière, l'âme fait l'unité dans la diversité des opérations de notre vie, dans la complexité de notre corps et de notre esprit. Nous ne savons pas ce qu'est l'âme, mais elle nous paraît distincte du corps, tout en étant dans le corps. Pour comprendre ce qu'est l'âme, il est nécessaire de revenir à nos diverses opérations, la respiration, la nutrition, la sensation, les passions, la pensée, la volonté ou l'intelligence, en les interrogeant, en les analysant, pour chercher à comprendre cette diversité, puis pour en saisir l'unité, ce qui en est le fondement. Le vivant respire, se nourrit, agit, pâtit, pense, souffre, aime. Ce qui unit donc ces opérations, c'est le vivant lui-même, c'est moi-même dans mes opérations. Cette source qu'est l'âme est cachée, immanente en moi, en vous. Elle informe le corps parce que nous sommes un dans nos opérations, dans notre vie. Il existe donc en nous-mêmes une source de vie qui informe le corps, qui fait l'unité du corps et qui est cause de vie, principe de vie. En ce sens, il y a une unité substantielle entre l'âme et le corps. L'homme, composé d'une âme et d'un corps, est un. Il ne s'agit pas d'une union
entre deux êtres ou deux choses distinctes qui existent ensemble, mais d'une unité radicale de vie et d'être. Cette unité profonde existe de fait en nous-mêmes, en moi-même, en vous-même. Le corps est donc la cause matérielle, substantielle de mon être vivant. Mon corps a une vie biologique que je peux mesurer, quantifier, tandis que mon âme ne peut pas être saisie comme un organe vivant, ni mesurée, sinon par l'intelligence dans sa recherche. Notre connaissance du vivant par l'âme est inductive. Par l'induction, qui est la saisie de l'unité au-delà de la multiplicité, de la diversité, l'intelligence dans sa nature est intus legere, du latin intus legere, son étymologie. Elle lit de l'intérieur, pénètre la réalité pour en saisir les principes et les causes fondamentales. Sans cette activité qui lui est propre, l'intelligence n'en reste qu'à la description, donc à ce qui est extérieur et superficiel ou apparent dans son fonctionnement. La connaissance de l'âme, si qualitative qu'elle soit, demeure imparfaite parce qu'elle est principe de vie et échappe pour sa part existentielle à la connaissance intellectuelle, à ce qu'on appelle l'intelligibilité. De même, la connaissance scientifique ne peut rien dire sur l'âme qui lui échappe dans sa totalité, contrairement à la connaissance philosophique. Elle peut toutefois en saisir des effets, mais non les causes. Par contre, la philosophie peut dire que l'âme est principe et cause de vie, ce que ne peut pas affirmer le scientifique. C'est là que la philosophie ne s'oppose pas à la science. Son statut est complémentaire. L'une et l'autre dans leur domaine respectif. Pourquoi les opposer ? Elles ont chacune leur part d'analyse au niveau dont elles relèvent. Quels sont les différents niveaux de vie du vivant, dans le vivant, de vie humaine en particulier aujourd'hui? Entre les opérations vitales, nous pouvons saisir un ordre naturel. Les unes sont plus dépendantes du corps et les autres plus libres. Les unes sont plus liées au devenir, les autres à la vie intellectuelle. 3 niveaux de vie sont à distinguer. La vie végétative ou biologique, la vie sensible ou sensitive, la vie spirituelle ou vie de l'esprit, sans connotation religieuse ou de foi. La vie végétative se manifeste dans l'assimilation et la destruction nutritive, étant très liée au corps organique et à sa dépendance de l'univers physique. La vie sensible est celle où apparaît la connaissance et les passions. Elle se manifeste dans l'assimilation dite intentionnelle. On devient l'autre en le connaissant, d'où dans l'intentionnalité sans le détruire. La vie spirituelle demeure la plus mystérieuse et cachée. Elle se manifeste par le jugement d'existence,
le respect de l'autre, le sens profond de la vie. Cette distinction des 3 niveaux de vie permet de structurer le développement de la vie humaine. La structure de base est la vie végétative, qui a sa propre finalité. Le sommet de la vie de l'homme est dans la vie spirituelle. Il dépend de cette base dans son exercice tout en ayant son indépendance et sa finalité propre. Entre les deux, nous avons la vie sensible avec les sensations, l'imagination, les passions. Qu'en est-il de la vie végétative ? Le premier moment de la vie végétative se situe quand le vivant s'enracine dans le vivant, la mère, puis se développe jusqu'au moment où il s'en détache, en étant capable d'avoir son autonomie vitale. La vie végétative est commune à l'homme et à l'animal avec des modalités variant selon les espèces, pour l'éléphant et la tortue par exemple. Ce premier moment est marqué par la dépendance du milieu de vie, bien que le vivant en cours de conception soit autonome dans son être. Il possède déjà son chiffre biologique propre, les marques de sa propre structure, tout en étant fragile et radicalement dépendant. Dès la naissance, on remarque qu'on respire, que le vivant respire par lui-même, qu'il se nourrit par sa mère, qui n'est pas sa source vitale, mais alimentaire. Le petit cherche l'équilibre entre attirance de son milieu maternel et contrariété avec son milieu extérieur dans une lutte pour vivre. À une période donnée, son développement sera marqué par sa capacité de fécondité avec la puberté. Une mutation profonde s'opère alors. L'instinct sexuel se manifeste. L'homme, comme vivant, peut normalement procréer pour assurer la survie de l'espèce. Autant la respiration et la nutrition se traduisent par une sorte d'individualisme vital, autant l'instinct sexuel se réalise dans une coopération au niveau de l'espèce entre 2 sexes complémentaires faits l'un pour l'autre. Vie alimentaire et vie sexuelle ont chacune leur finalité propre. Au plan de la finalité biologique, on peut dire que l'aliment est ordonné à l'instinct sexuel comme l'individu est ordonné à l'espèce, c'est-à-dire d'une cause vitale à son effet. Aussi, la procréation finalise-t-elle la vie végétative ? Si l'assimilation caractérise fondamentalement la vie végétative, la fécondité achève le vivant en engendrant un autre vivant. Certains philosophes grecs y voyaient un signe de l'éternité. Il y a dans l'espèce un au-delà du temps dans la continuité sans limite de la vie transmise. Père et mère engendrent un petit ayant son autonomie de vie et d'être, donc son âme propre. D'où vient l'âme ? Est-elle commune avec celle des parents ou son prolongement ? Provient-elle d'une origine extérieure ?
Au plan de la vie végétative, on peut dire que le vivant transmet une vie semblable à la sienne, comme le grain de blé engendre un autre grain de blé. Enracinée dans la matière, la vie est victorieuse de la matière. Autant la matière a ses limites, autant la vie écarte ses limites en se transmettant et en donnant à la fécondité sa finalité par la procréation. Avec l'âge, la vie végétative décline jusqu'à la mort. L'individu connaît une vieillesse où l'unité biologique de l'homme perd de sa vitalité. La division pénètre jusqu'à la séparation radicale de l'âme et du corps. Voilà pour la vie végétative ou biologique. Nous aborderons la prochaine fois la vie sensible, le deuxième niveau, puis la vie de l'esprit ou vie spirituelle, le troisième niveau de vie de l'être vivant qu'est l'homme.